Bonjour à tous, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous présente Oleg. EspritViking.com, c'est la boutique qui permet de financer ces vidéos. Donc si vous voulez que ces vidéos continuent à être produites, c'est bien d'aller sur la boutique en ligne, le Viking Gaulois, toujours dans l'esprit de réinformation historique, une réinformation qui paraît vraiment fondamentale pour pallier notamment aux lacunes des universités. Vous pouvez aussi adhérer à l'association Pagan qui participe également à financer ces vidéos. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Aujourd'hui, c'était une vidéo importante. Voilà, c'était Oleg de Normandie pour vous servir. Alors Oleg se présente comme un historien, c'est déjà comique, qui prétend nous révéler les secrets de l'histoire. Alors je ne suis pas contre le révisionnisme historique, bien au contraire, mais ce que Oleg nous livre, c'est un bouilli de chat indigeste qui n'a absolument rien à voir avec la moindre rigueur historique. Lisez 20 pages du professeur Faurisson ou écoutez-le pendant 20 minutes et vous verrez tout de suite la différence. Tout y est clairement, chez le professeur Faurisson, tout y est clairement exposé, judicieusement argumenté. Oleg, lui, n'a rien d'un historien. C'est plutôt un autiste qui décline tout en fonction de ses fixations irrationnelles. Je vous assure que vous allez plus d'une fois rire, et de bon cœur, tant Oleg a une ignorance crasse, nous offrant ainsi un discours d'une stupidité affligeante. Quand je l'ai écouté la première fois, je n'ai pas pu m'empêcher de penser tout de suite à ce moine ignare dans le film, stupide d'ailleurs, Au nom de la rose. Alors chez Oleg, comme dans ce film, tout y est traité de manière caricaturale, grotesque. Vous devez savoir qu'Oleg réussit l'exploit de dire des âneries et des contre-vérités pratiquement toutes les 30 secondes dans certaines vidéos, parfois plus. C'est impressionnant, réellement. Et je me suis efforcé donc de regarder 4 de ces vidéos. Ce fut, je vous l'avoue, une vraie torture intellectuelle, même si plusieurs fois bien ri, comme je vous l'ai dit. Parce que pour masquer la faiblesse de ses arguments, Oleg aime à se répéter, parfois jusqu'à 10 fois en quelques instants, parfois jusqu'à 20 fois même les mêmes sophismes dans ses vidéos, qui sont imbuvables par ailleurs. Alors toute personne au QI normal est au supplice devant l'indigence documentaire et devant la suffisance ridicule de notre bonhomme. Alors vous me direz, mais alors pourquoi perdre son temps pour un tel imposteur? Oui, pourquoi? J'ai réfléchi, j'étais pas partant. Et puis, pourquoi lui consacrer une vidéo? Parce qu'on m'a quand même fait signaler que ces vidéos sont visionnées par des centaines de milliers de personnes. Alors, et voire pour l'une d'elles jusqu'à 1 million, paraît-il. Donc, alors soit les gens qui regardent Oleg, eh bien, regardent ces vidéos pour rigoler d'Oleg. C'est une détente, pourquoi pas. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Alors, soit ces gens boivent ces paroles comme celles d'un savant anti-système, et là, ça donne une idée effrayante de la capacité de l'esprit humain à l'errance. Et aussi, ça donne une idée triste du niveau intellectuel de la masse en ces temps de technique, d'ignorance, d'internet, d'orgueil, d'apostasie, etc. Alors ces vidéos d'Oleg sont longues, brouillonnes, donc notre but est évidemment pas de réfuter toutes les absurdités, il y en a beaucoup trop, ce serait interminable, ce serait fatigant pour tout le monde, donc je vous propose simplement un aperçu, mais révélateur, et caractéristiques du bonhomme pour en finir une bonne fois avec son cas. Alors le plus simple sera de suivre globalement l'ordre chronologique des thèmes qu'il aborde. Verdun en Allemagne,
Mais à l'époque, c'était la Saxe, le pays des Saxons. Un haut lieu odinien que l'Empire chrétien était venu conquérir et convertir par l'épée. En l'an 772, les chrétiens avaient coupé l'arbre sacré Irminsul, un arbre gigantesque âgé de plusieurs millénaires. Puis lors de cette guerre sanglante, l'Empire avait exterminé la population odinienne. Ce génocide est illustré par le massacre de Verdun où les soldats de l'Empire chrétien exécutèrent froidement toute une tribu odinienne. C'était en l'an 782. L'empereur chrétien Charlemagne, dont le vrai nom est Carolus Magnus, fit couper la tête de 4500 hommes en une seule nuit, et tout cela simplement parce qu'ils refusaient de se convertir à la religion chrétienne. Les femmes et les enfants épargnés furent déportés en esclavage. Alors, non seulement ici, Oleg ne dit pas tout, mais il déforme de ce qui est vrai, déforme la réalité, et il va inverser une partie des responsabilités. Alors d'abord quelques mots des missions de l'Église dans le nord de l'Europe. Elles ont commencé assez tôt, dès le 5e siècle, et elles amènent successivement la conversion de l'Irlande avec Saint Patrice, on est au 460, puis l'Écosse avec Saint Colomban, un siècle plus tard, puis la Grande-Bretagne au 6e siècle avec Saint Augustin de Canterbury au 608, puis sous les Mérovingiens d'abord, et puis ensuite les Carolingiens, des Irlandais vont venir se mêler aux Francs pour évangéliser les Pays-Bas, les rives de l'Escaut jusqu'à la Meuse, donc l'ancienne Germanie romaine. Puis ensuite ça va être l'Austrasie, l'Alémanie, la Thuringe et la Bavière. Ensuite, ça va être des missionnaires anglo-saxons qui vont entreprendre la conversion de la Saxe et de la Germanie qui n'avait pas encore été explorée par les Romains et qui vont être réduites par Charlemagne. Au IXe siècle, donc, le christianisme pénètre alors en Moravie, en Bohême, grâce à Saint Cyril et Saint Méthode, puis au Danemark, avec le travail de Saint Anchère, et à partir du Xe siècle, en Suède, en Norvège, en Pologne, en Hongrie et en Russie. Voilà un bref résumé. Remarquons quelques noms, Saint-Amand et Saint-Éloi, au 7e siècle, côté franc. Saint-Gall, 627, chez les Allemands de Suisse. Saint-Quilien, 7e siècle, toujours en Thuringe. Saint-Rupert en Bavière. Saint-Wilfrid, on est en 700, avec Saint-Willibrod en 739 dans la Frise. Et Saint-Boniface, plus connu, en 755 dans la Saxe et les pays environnants. Donc tous, remarquons-le, sont des saints qui ont évangélisé, et qui ont évangélisé bien sûr sans l'épée, et avant donc Charlemagne. La catéchèse des missionnaires se concentrait bien sûr sur l'inanité des idoles, l'importance de croire en un seul Dieu créateur, mais Trinité, qui a envoyé son Fils unique pour sauver le genre humain, d'où nécessité d'embrasser la bonne nouvelle annoncée par le Christ, pour renaître dans le baptême, par le baptême, et en tenant compte du jugement général, avec les récompenses éternelles, châtiment et gloire du ciel. Donc voilà, résumé bien sûr en grande ligne, l'action de l'Église. Voyons maintenant l'action politique parallèle à l'action de l'Église. Les Saxons, on le sait, étaient des farouches païens qui faisaient des incursions fréquentes en Austrasie et dans la Hesse. Et pas que là d'ailleurs. Alors en 772, Charlemagne veut en finir avec ces menaces. Il le fait à sa manière. Il s'empare de plusieurs forteresses, puis le sanctuaire idolâtre de l'Irminsul. C'est un énorme tronc d'arbre en forme de colonne, ce qui était censé, dans la superstition païenne, censé soutenir la voûte céleste. Les Saxons répondent bien sûr à cette offensive en dévastant la Hesse et en transformant la basilique de Fritzlar en écurie pour chevaux. 2 ans plus tard, Charlemagne engage une nouvelle campagne et il décide non seulement de combattre les Saxons, mais, et c'est là que ça commence, les critiques peuvent être faites, de vouloir les convertir, pour ainsi pacifier la région définitivement. Alors, il reprend les villes, il y crée des églises, et il va atteindre juste le fleuve, le Vézère. En 776, nouvelle expédition qui provoque des conversions de nombreux Saxons. Alors l'empereur confie à l'abbé de Fulda, disciple de Saint Boniface, le soin d'organiser ces missions chez les Saxons. Et ainsi donc, se termine la première campagne en Saxe de Charlemagne. Bon, jusqu'à là, il n'y a pas grand-chose à dire.
Mais les Saxons profitent des difficultés que Charlemagne a autre part, du côté espagnol, à Roncevaux, en 778, pour reprendre l'offensive. Et à l'appel de Widukind, la Saxe se soulève contre les Francs. Alors Charlemagne va multiplier des expéditions en 782 à travers tout le pays. De nouveau, d'abord la guerre, ensuite installe des missionnaires, des comtes pour pacifier et gouverner le pays. L'anglo-saxon Wilhad fonde une église en Wim maudit et Louis de Guerre, disciple de Grégoire d'Utrecht, s'installe lui en Frise de Nord. Mais Widukind, réfugié chez les Danois, prépare sa revanche et bientôt les jeunes églises fondées quelques années auparavant sont détruites et les 2 missionnaires doivent partir en Italie. Tout est détruit. Alors, bien plus, l'armée franque aussi, ça s'ajoute, va être surprise dans un massif avec ses chefs, 4 comtes, 20 officiers, vont être tous massacrés. Donc là, il y a riposte de Charlemagne, et c'est celle qui est bien connue, c'est celle que évoque Oleg. Il arrive au confluent de la Vézère, de l'Elbe à Verden, et là il se fait livrer les 4500 Saxons et les fait décapiter. Donc, il s'agit en fait donc de représailles, voilà, très nettement, contre un ennemi, afin de tirer satisfaction d'une violence et de dommages causés par les Saxons. Donc, en fait, c'est violent évidemment, c'est la guerre. Mais c'est des choses qu'on retrouve à travers l'histoire, entre des vaincus et des vainqueurs, des représailles parce que les lois de la guerre n'ont pas été respectées, donc c'est un tué, 10 otages, 100 otages, voilà. Les Américains ont fait cela, les Allemands ont fait cela, les Français l'ont fait, les Anglais l'ont fait, pas dans toutes les mêmes proportions, mais c'est quelque chose qui existe. En fait, ce qui pose problème, c'est pas cet événement-là, même si il est impressionnant et il y a quand même une certaine cruauté, mais c'est vrai, quand même une certaine sévérité. En fait, ce qui pose problème dans la politique de Charlemagne, c'est pas les représailles, même si elles furent terribles. Après tout, il faut quand même pas oublier que les Saxons avaient, en temps de paix, massacré les missionnaires, les missions et les compagnons de Saint Wilhad, en faisant donc une hécatombe dans la région. Ce qui pose vraiment le problème, c'est le capitulaire de Charlemagne de l'époque, qu'on peut appeler un capitulaire terroriste, en 785. Charlemagne veut soumettre les Saxons au christianisme, très bien, mais de force, et là ça ne doit plus. Et ainsi, quelques exemples de chapitres de ce capitulaire qui sont tout à fait inacceptables. Quiconque entrera par la violence dans une église, et on enlèvera quelque objet, ou bien incendiera l'édifice, sera mis à mort. Oui, alors, mis à mort pour le feu, pourquoi pas, mais pour un moindre objet volé, bon, c'est pas le pire. Quiconque tuera un évêque ou un prêtre ou un diacre sera mis à mort. Quiconque livrera aux flammes le corps d'un défunt, suivant le rite païen, sera mis à mort. Ah, là, ça pose plus de problème. Et le gros problème, c'est l'article 8, qui est inacceptable. Désormais, tout Saxon non baptisé qui cherchera à se dissimuler parmi ses compatriotes et refusera de se faire administrer le baptême, voulant rester païen, sera mis à mort. Donc là Charlemagne est injustifiable, évidemment. Donc ce régime de terreur, en prétendant imposer le christianisme, en fait, va le rendre haïssable, évidemment. Et Alcuin, qui est un des grands savants, un des grands théologiens de l'époque, et donc un des proches de Charlemagne, protestera hautement contre ces violences contraires à l'esprit de l'Évangile et à la justice. Une telle christianisation forcée n'était évidemment qu'illusion. Et donc les Saxons baptisés par force vont retourner à leur pratique païenne dès qu'ils le pourront. Dans une fameuse lettre, Alcuin écrivait ceci. « Ah, si on avait prêché au peuple le joug léger du Christ et son suave fardeau avec autant de chaleur qu'on a exigé le paiement de dîmes et puni les petites fautes, peut-être ne se serait-il pas dérobé au serment du baptême. Est-ce que les apôtres du Christ avaient enseigné et envoyé prêcher à travers le monde, lever des dîmes et demander des cadeaux ? Certes, la dîme est une bonne chose. C'est un impôt qui a sa raison d'être et qui est juste et raisonnable dans une société chrétienne. Mais on ne commence pas par ça quand on veut évangéliser. Mais il vaut mieux, disait Alcuin, la perdre que de perdre la foi. Et plus loin,
Il s'en prend à ceux qui ne sont pas des prédicateurs, mais des déprédateurs, disait-il. Donc après avoir vécu sous le régime de la terreur, les Saxons vont se révolter et de nouveau profiter d'une crise du royaume en 793. Et donc d'où une troisième période de conquête qui commence, encore plus terrible que les précédentes. Pendant 5 ans, de 794 à 799, l'ordre franc va s'imposer par la brutalité. Charlemagne se rend compte à force, enfin, de l'inutilité de telles mesures extrêmes, et il va promulguer un nouveau capitulaire en 797 qui remplace celui de 785 inacceptable. On donne des amendes et non plus la peine de mort pour punir par exemple les incendies et les violences sur les personnes, etc. Donc c'est au final une longue guerre de 30 ans qui va se terminer. Fonctionnaires, prêtres et moines s'installent ensuite peu à peu en Saxe et les premiers évêchés commencent à se fonder à Paderborn où est construite l'église du Saint-Sauveur confiée à un Saxon, Hatumar, qui avait été un ancien otage élevé dans un monastère franc, et puis aussi à Verden, à Midden, sur la Vézère, qui deviennent également des évêchés. Mais d'après mon spécialiste, je serai tellement atteint que normalement, bien, je ne devrais pas avoir de mal à faire des progrès. Donc, face à ce constat, somme toute encourageant, je suis resté pensif. Pensif, mais bête. J'ai réfléchi, les abrutis réfléchissent énormément. Tout simplement parce que leur rendement est faible. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. En fait, j'étais extrêmement prétentieux. Je me prenais carrément pour un médiocre alors que j'étais nul. Maintenant, si intellectuellement je peux peu, bien je vis heureux dans l'éternelle et la perpétuelle béatitude de l'abruti. Alors lui, on l'aime pas, il se croit sorti tout droit de la cuisse de Jupiter. Avec son air austère, il se croit intéressant, il faut qu'il parle tout le temps. Il a des idées sur tout, il sait surtout de bourrer beau. Oh, 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 il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il est tellement instruit que plus personne comprend ce qu'il a tout vu.